Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous voyons aujourd'hui la question du régime scolaire, le problème du régime scolaire. Dans de ce qui précède, que nous avons succinctement développé, est acceptable en soi tout régime scolaire qui respecte les droits de la famille, de l'État et de l'Église. Alors, si l'on veut rechercher les grandes lignes du meilleur régime scolaire, on peut le faire à partir d'une étude critique du régime scolaire de la France contemporaine jusqu'en 1959. Celle-ci divisait les établissements scolaires en deux catégories. Les écoles publiques, dirigées directement et complètement par l'État, et les écoles privées ou libres dont l'État tolérait l'existence en s'en désintéressant complètement à l'époque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Elle s'y intéresse, mais d'une manière que vous pouvez deviner. Donc ce sont deux formules qui ne nous paraissent bonnes ni l'une ni l'autre. Premièrement, un enseignement dirigé directement par l'État pourrait présenter deux avantages. Le premier, c'est une grande unité d'organisation entre tous les établissements scolaires. Le second, c'est que l'État aurait, s'il le voulait, la possibilité de les pourvoir de ressources suffisantes. En fait, cela n'a pas du tout eu lieu en France, dans notre France contemporaine, où l'État a toujours été très mesquin pour la proportion de son budget consacré à l'enseignement. Mais à côté de ces deux avantages possibles, il y a trois graves inconvénients. Le premier, c'est que dans un pays qui, comme la France, professe la laïcité comme une religion, la séparation de l'Église et de l'État, un enseignement d'État est forcément religieusement neutre, quant au mieux, il ne combat pas la religion catholique, puisque la laïcité en France, c'est un combat contre la religion catholique. Donc, dans ce pays comme la France, l'enseignement d'État est forcément religieusement neutre, et donc il ne peut satisfaire d'aucune manière les familles catholiques. Autre grave inconvénient, le deuxième inconvénient grave, c'est celui de l'erreur totalitaire. Erreur qui a lieu chaque fois que l'État veut se charger lui-même de quelque chose qui n'est pas sa fonction propre. La fonction propre de l'État, c'est de tout diriger vers le bien public. Là-dessus, on est d'accord. Donc, d'imposer à toutes les écoles tout ce qui exige d'elles le bien public. Mais son rôle n'est pas de diriger lui-même les établissements scolaires, sauf éventuellement, et encore sans que cela soit indispensable, ceux qui préparent directement à des fonctions publiques comme la diplomatie, l'armée, la magistrature. Alors, certes, le bien public exige que l'État veille à ce qu'il existe à la disposition des familles les formes souhaitables d'établissements scolaires en tous ordres et à tout niveau. Son rôle, donc, pour cela, est de protéger et d'aider
les initiatives privées, et même si elles sont insuffisantes ou manquantes, de les susciter, de les promouvoir. Mais son rôle n'est pas pour autant de créer et de diriger lui-même des établissements scolaires. On trouvera donc dans l'enseignement d'État tous les défauts que l'on reconnaît dans le totalitarisme, l'hypertrophie bureaucratique, la dégénérescence et la mécanisation administrative et une uniformisation centralisatrice. Or, l'enseignement a besoin de la plus grande variété de programmes, de méthodes, de la plus grande souplesse d'initiative pour s'adapter à tous les cas d'enfants et de groupes d'enfants dont il doit s'occuper. Donc c'est une erreur grave que les mêmes horaires, les mêmes programmes, les mêmes méthodes fixées par des bureaux ministériels soient imposés uniformément partout, en plus par des gens qui n'y connaissent souvent rien. Ce défaut était moindre au début du XXe siècle, où le corps enseignant public jouissait en France d'une certaine autonomie, de sorte que l'enseignement d'État constituait un petit peu comme une université autonome, gérée pour une large part par le corps enseignant lui-même, mais aujourd'hui, avec l'invasion partout du totalitarisme, on a de plus en plus enlevé au corps enseignant son autonomie et ses initiatives pour soumettre tout l'enseignement d'État à des réglementations étroites et rigides arrêtées dans des bureaux ministériels souvent incompétents, et aussi d'esprit purement administratif, sans même consulter le corps enseignant. Donc il est frappant que tout ce qu'il y a eu de nouveau depuis plus d'un demi-siècle en France pour adapter l'enseignement à des besoins nouveaux a pris naissance dans l'enseignement privé, que l'enseignement d'État n'a pu que copier ensuite, montrant bien par là son incapacité administrative à toute initiative. Ça, c'est le deuxième inconvénient. Troisième inconvénient de cette école d'État, inconvénient grave de l'enseignement d'État, c'est de rendre le fonctionnement de l'enseignement dépendant des fluctuations de la politique, alors que celui-ci aurait besoin de la plus grande continuité. Et on le voit à travers chaque gouvernement, ça change. Cet inconvénient est particulièrement grave quand les ministres changent souvent, comme c'est le cas, et sont plus souvent des avocats ou des journalistes que des hommes compétents en matière d'éducation et d'enseignement. Depuis plus d'un quart de siècle en France, le changement perpétuel des horaires, des programmes, des méthodes a réalisé dans l'enseignement d'État la plus effarante des organisations. Ça, c'est pour l'enseignement d'État. C'est première formule. Deuxième formule, l'enseignement libre. Il présente évidemment les avantages de rendre possible toutes les initiatives et la plus grande variété de programmes, de méthodes pour s'adapter à tous les cas, à tous les besoins. À tous ces cas, tous ces besoins qui peuvent se présenter, d'être indépendant des fluctuations de la politique, surtout de respecter les diversités religieuses, et par là de rendre possible des écoles catholiques. C'est pourquoi, depuis bien plus d'un demi-siècle, les catholiques de France ont eu le devoir de lutter en faveur de l'enseignement libre contre toutes les menaces d'un monopole de l'enseignement d'État. Cependant, l'enseignement libre
présente deux graves inconvénients également. Le premier, je parle du régime d'avant 1959, c'est d'être dépourvu de ressources suffisantes, ce qui a forcément de graves répercussions sur sa qualité, notamment en ce qui concerne le recrutement du personnel enseignant. Et c'est pour porter remède à cet inconvénient que les catholiques réclamaient, à juste titre, des subventions de l'État pour aider financièrement les écoles privées qui le méritaient. Malheureusement, plus tard, les écoles catholiques diocésaines, en signant un contrat avec l'État, ont été aidées financièrement, mais ont perdu toute liberté au point de devenir en quelque sorte des écoles dirigées par l'État. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'enseignement catholique diocésain. De toute façon, même si ces ressources sont obtenues, il reste quand même un autre inconvénient, c'est l'anarchie d'un enseignement libre, laissé sans aucune organisation, aux seules initiatives de chaque directeur d'établissement. Quand on parle en France d'enseignement libre, on pensait, jusqu'à ce que cet enseignement passe un contrat avec l'État, on pensait le plus souvent aux écoles catholiques, entre lesquelles existait une certaine unité en raison de leur subordination à l'Église, et dont, sauf toujours des exceptions qui peuvent être regrettables, une certaine qualité qui était le plus souvent assurée par la haute valeur morale et spirituelle du personnel dirigeant et enseignant. Mais à côté de ces écoles catholiques, la formule enseignement libre accordait la même tolérance anarchique à une foule d'établissements commerciaux, vulgairement appelés boîtes à bachots, dont certains, dépourvus de toute valeur pédagogique, constituaient une exploitation parfois éhontée des familles et des élèves. Alors il faut ajouter que malgré cette anarchie, l'enseignement dit libre en France ne l'était pas vraiment. Car si l'État n'avait pas le monopole de l'enseignement, il avait, et il a toujours, le monopole des diplômes. Ce qui enlevait à l'enseignement dit libre la plus grande partie de sa liberté, en l'obligeant à préparer ses élèves à des examens et des concours dont l'État fixait les programmes. Les catholiques peuvent axer leurs revendications sur le problème financier, mais il semble beaucoup plus important de revendiquer pour les universités catholiques de conférer les diplômes reconnus par l'État, comme cela a lieu dans la plupart des pays étrangers, non totalitaires, ce qui n'est pas le cas en France. Ainsi seulement, l'enseignement catholique peut avoir la maîtrise de ses programmes. Alors, le régime, après avoir vu ces deux sortes de régimes scolaires, le régime à préconiser, c'est donc celui d'établissements scolaires autonomes, non dirigés par l'État, mais reconnus légalement, aidés, protégés, et en échange de cela, contrôlés par lui et soumis par lui à certaines exigences et règles qui concernent le bien public uniquement. Alors certains disent que c'est un tel régime qui a été inauguré en France en 1959 avec le système des établissements privés sous contrat qui obtiennent de l'État des avantages financiers en passant sous son contrôle. Or, il n'en est absolument rien, car ce nouveau régime, en laissant subsister un enseignement d'État,
en position privilégiée, aboutit à placer en fait les établissements privés sous contrat sous la direction de l'enseignement d'État, désormais maître de leurs horaires, de leurs programmes, de leurs méthodes et même du recrutement de leur personnel enseignant. Donc, à leur enlever toute liberté. Tu veux du fric, on te supprime la liberté. Donc, enlever toute liberté, et ceci aboutit à étendre à ces écoles tous les inconvénients reconnus à l'enseignement d'État. Alors, le régime a préconisé ne comporterait donc pas d'enseignement d'État, ça c'est clair. Tout l'enseignement y serait privé, non dirigé par l'État, mais tout l'enseignement y serait aidé et protégé et en même temps contrôlé par lui. Contrôlé, j'entends contrôle encore en ce qui concerne uniquement le bien public. Mais si chaque établissement est autonome, même en étant contrôlé et soumis à des règles par l'État, et pour les écoles catholiques par l'Église, on risque trop d'anarchie et pas assez d'organisation du fonctionnement d'ensemble de l'enseignement. Donc la solution, qui a été réalisée dans un grand nombre de pays qui ne sont pas totalitaires, est donc que chaque établissement scolaire soit rattaché à une organisation d'ensemble fédérant des établissements scolaires de toutes catégories, de tous les niveaux, élémentaires, moyens, supérieurs, c'est-à-dire à ce grand corps social qu'on appelle une université, et qu'il en reçoive ses programmes, ses méthodes, et surtout le recrutement de son personnel enseignant, dont la formation pédagogique, la compétence, la qualité seraient ainsi garanties. Le meilleur régime scolaire comporterait aussi un certain nombre d'universités autonomes, non dirigées par l'État, donc dirigées par un recteur et un conseil d'université élu, et non par un recteur fonctionnaire nommé par l'État, mais qui soit reconnu par l'État, protégé, aidé financièrement par lui selon leurs besoins, et en même temps contrôlé par lui et soumise aux règles et aux exigences établies par lui. Et les écoles catholiques trouveraient ainsi leur place et leurs moyens d'existence dans des universités catholiques, leur fournissant leur programme, leur personnel et ayant le pouvoir de conférer tous les diplômes. Donc un tel régime assurerait l'aide et la protection de l'État, en même temps que son nécessaire contrôle, ses exigences légitimes, celles du bien public, tout en laissant l'enseignement indépendant des fluctuations de la politique et de toute centralisation, de toute uniformisation, mécanisation administrative. Et puis, il respecterait les droits des familles, qui pourraient choisir librement les universités, les droits de l'Église, puisqu'il y aurait des universités catholiques, et les droits de l'État, qui n'accorderait sa reconnaissance légale, son aide et sa protection que moyennant un contrôle et des règles imposées par lui au nom des exigences du bien public. Alors, la prétendue autonomie des universités accordée en 1968 est très très loin de ce qu'on préconise ici, puisque les universités n'ont obtenu ni le libre emploi du budget qui leur était alloué, ni la maîtrise de leurs programmes et diplômes que continuent à régenter des bureaux ministériels incompétents. Alors là-dessus, quelles sont les différentes catégories d'écoles? Il y a divers degrés de l'enseignement, élémentaire, moyen, supérieur. L'enseignement élémentaire ou primaire
primaire parce qu'il vient en premier, s'adresse à tous, pour donner à tous le minimum de connaissances et de formation indispensable en un certain temps, et pas dès l'âge de 3 ans. L'enseignement moyen, qui est qualifié d'enseignement du second degré, apparaît donc naturellement comme faisant suite à l'enseignement élémentaire ou primaire. Mais il comporte 2 cas. Dans le premier cas, l'enfant, tout en continuant à développer sa culture et sa formation générale et l'exercice de toutes ses facultés humaines, commence à se préparer à une profession ou à un groupe de professions. Et c'est alors l'enseignement qu'il convient d'appeler professionnel ou technique. Dans le second cas, l'enseignement est consacré uniquement à la culture et à la formation générale, et surtout à former la qualité de la faculté intellectuelle, et il va constituer la préparation indispensable à la formation aux plus hautes disciplines, à la formation de ceux qui seront normalement les élites pensantes et dirigeantes, penseurs, savants, écrivains, artistes, professeurs et éducateurs, chefs politiques, avocats, magistrats, juristes, assistantes sociales, diplomates, officiers, psychologues, médecins, pharmaciens, industriels et ingénieurs, architectes, etc. C'est ce qu'on appelle l'enseignement secondaire. Et puis enfin, l'enseignement supérieur, qui constitue la formation spécialisée aux plus hautes disciplines indiquées comme un aboutissement de l'enseignement secondaire. Alors, avant d'étudier d'une manière un peu plus approfondie chacune de ces catégories, il faut traiter le problème du partage des enfants et des adolescents entre l'enseignement professionnel et l'enseignement secondaire. Alors, une réponse simpliste et purement théorique, mais très répandue aujourd'hui, consiste à réclamer que ce partage ait lieu uniquement d'après les aptitudes de l'enfant. Donc, est-ce qu'il sera orienté vers un enseignement professionnel ou l'enseignement secondaire? Alors, cette réponse, elle se situe un petit peu hors des réalités, pour 2 raisons. D'abord, on y oublie que la formation de l'enfant ne se fait pas seulement à l'école, mais elle se fait dans et par toute la vie familiale. Donc, dans une certaine mesure, l'enfant hérite de la culture de sa famille, par toute l'atmosphère dans laquelle il vit et se développe. Et ça, c'est important. D'où l'avantage pour la civilisation de l'existence de classes sociales cultivées, où la culture se transmet dans la famille et par toute la famille, à condition, bien entendu, qu'il s'agisse d'une culture authentique, et à condition surtout qu'elle ne devienne pas des castes fermées. Il est donc conforme à la nature des choses que le point de départ de la vie d'un enfant dépende, pour une part, de sa famille. Alors, ceci, bien sûr, n'exclut pas la nécessité d'une orientation d'après les aptitudes et les goûts personnels de l'enfant. Mais je précise que réclamer que ce partage ait lieu uniquement d'après les aptitudes de l'enfant, non. Mais ça n'exclut pas, évidemment, qu'on en tienne compte. Donc, nécessité d'une orientation d'après les aptitudes, d'après les goûts personnels de l'enfant, examinés par ses professeurs,
par ses parents bien sûr, mais cette orientation doit être destinée à éclairer et à guider, et non pas à imposer, le choix de l'enfant et de ses parents. Tandis que si elle leur était imposée par des fonctionnaires sans respecter leur liberté de décision, on tomberait alors dans l'erreur totalitaire. Et puis il y a une deuxième raison, plus décisive encore, c'est qu'à l'âge où doit avoir lieu la bifurcation entre enseignement professionnel et enseignement secondaire, il est beaucoup trop tôt pour connaître avec certitude des aptitudes dont la maturité n'est pas suffisante et qui ne se révéleront définitivement qu'au seuil de l'adolescence. Et cela est particulièrement net en ce qui concerne les facultés, les aptitudes intellectuelles qui conditionnent des études supérieures et dont on ne peut vraiment se rendre compte que vers 15 ans. Et c'est pourquoi, vers ce que dans le système français on appelle la classe de seconde, on voit souvent le classement scolaire se modifier profondément. Absence de vraies aptitudes intellectuelles chez les enfants qui réussissaient auparavant parce que travailleurs, ayant de la mémoire, très aidés dans leur famille. Découverte de vraies aptitudes intellectuelles chez des enfants qui ne réussissaient pas auparavant parce que paresseux, dilettantes, ayant peu de mémoire et peu aidés par leur famille. Alors, devant cette difficulté, il y aurait bien la solution d'attendre le seuil de l'adolescence pour réaliser cette bifurcation. Mais si effectivement celle-ci ne doit pas être définitive trop tôt, il y aurait aussi pour la majorité des cas de graves inconvénients à ce qu'elle ait lieu trop tard. En particulier, la majorité des enfants destinés à des métiers manuels auraient beaucoup de difficultés à acquérir la formation nécessaire manuelle s'ils ne la commençaient que pendant l'adolescence. Et cela est vrai même pour les beaux-arts, qui comportent un élément manuel, comme la peinture, la sculpture, la musique. Alors, bien sûr, ce qu'on dit là ne veut pas dire qu'il ne faille pas tenir compte des aptitudes de l'enfant. Car, premièrement, il faut éliminer de toute classe ceux qui sont incapables de la suivre, et ils n'y font que perdre leur temps et faire perdre le temps de leurs professeurs et de leurs camarades. Deuxièmement, il faut donner aux enfants qui réussissent bien les moyens de poursuivre jusqu'au bout les études pour lesquelles ils se montrent doués. Et pour cela, la gratuité de l'enseignement ne saurait suffire. Il faut pour certains des bourses qui donnent des subventions aux familles. Et puis, il reste entre ces deux cas la majorité d'élèves moyens pour lesquels il est fort difficile de prévoir trop tôt leurs aptitudes et pour lesquels l'influence du milieu familial peut être prépondérante au point de départ. Alors, toutes ces considérations nous montrent que la seule solution possible et convenable, c'est que la bifurcation initiale qui doit se faire à l'issue de l'enseignement primaire ne soit pas définitive. C'est-à-dire qu'il demeure toujours possible de passer du secondaire au professionnel ou du professionnel au secondaire. Concernant les enfants qui ont commencé l'enseignement secondaire et se révèlent un jour incapables de le continuer avec fruit, cela provoque le désespoir des familles, non pas seulement par une espèce de sotte vanité qu'il ne faudrait pas prendre en considération. Comprenez,
mon fils ne va quand même pas devenir menuisier, c'est vraiment ébéniste, une espèce de vanité, une sotte vanité, alors que l'enfant, il est fait pour ça, il n'est pas fait pour des études intellectuelles. Mais aussi parce que dans les conditions actuelles, on ne sait plus bien quoi en faire et vers où les orienter. Il faudrait que les adolescents, dans ce cas, puissent toujours être réadaptés dans quelques branches d'enseignement professionnel conformes à ce qui se révélerait alors de leurs aptitudes. Et puis concernant les enfants qui ont commencé l'enseignement professionnel et qui à 15 ans, 16 ans ou même 18 ans révèlent de vraies aptitudes intellectuelles et la capacité de faire des études supérieures, il faut leur rendre effectivement possible. Comment? Eh bien, par les bourses, subventions nécessaires pour cela, puis au point de vue âge, en supprimant les limites d'âge qui leur rendraient inaccessibles certains établissements appelés grandes écoles. Et puis enfin, et surtout au point de vue pédagogique, en instituant pour eux un enseignement secondaire accéléré, pourquoi pas, ou avec la maturité de leur âge et l'acquis de leurs études antérieures dans l'enseignement professionnel, on pourrait leur donner plus rapidement cette formation de la qualité même de l'exercice de la faculté intellectuelle qui devrait constituer l'objet principal de l'enseignement secondaire. Alors, si l'enseignement secondaire peut être donné, dans certains cas, sous cette forme accélérée, il doit demeurer normalement, sauf exception à examiner dans les cas particuliers, il doit demeurer normalement la préparation indispensable à l'enseignement supérieur, en formant la qualité même de la faculté intellectuelle par l'exercice constant de ces trois activités essentielles qui sont abstraire, juger, raisonner. Aucune formation à but pratique ou technique ne peut remplacer cette culture désintéressée qui ne forme à rien d'autre que connaître la vérité et apprécier la beauté pour elle-même, qui n'a commencé à s'épanouir dans l'histoire humaine qu'à partir de la civilisation grecque et qui est la condition de toute civilisation supérieure. Mais l'enseignement secondaire ne peut garder ce niveau que s'il est réservé au moins dans ces classes supérieures au petit nombre de ceux qui sont réellement capables de profiter de l'enseignement supérieur qui lui-même ne pourra former de véritables élites pensantes et dirigeantes que si l'on évite son envahissement. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.